Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie pour la partie chimie. Il s'agit de l'exercice 1 tombé en métropole en septembre 2021, le jour 1, synthèse d'un arôme. Un exercice sur 10 points, très complet, ester, nomenclature, spectroscopie infrarouge, rendement cinétique, titrage pH métrique, amélioration du rendement. L'éthanoate de 3-méthylbutyl est une espèce chimique odorante présente notamment dans les pommes mûres. Son odeur agréable et sa faible toxicité permettent de l'utiliser comme arôme dans les bonbons. Cette espèce chimique appartient à la famille fonctionnelle des esters. Cet exercice a pour objectif d'étudier dans un premier temps les espèces chimiques intervenant dans la synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl, puis d'étudier les conditions d'optimisation de cette synthèse. On a des données, d'abord des données physico-chimiques pour les espèces chimiques impliquées, avec leur formule brute, la masse volumique, la masse molaire et la solubilité dans l'eau. Ensuite, un tableau avec quelques bandes d'absorption infrarouge pour les liaisons CC, CO, CH, OH dans un alcool et dans un acide carboxylique et les nombres d'ondes. Quelques règles de nomenclature qui sont rappelées, avec pour les hydrocarbures ramifiés les groupements méthyl, éthyl, propyl, butyl. Un rappel sur la famille fonctionnelle des esters, formule générale, le nom général, le suffixe, et deux exemples, l'éthanoate de méthyle et le propanoate de 2-méthylpentyl, qui permet de voir que la ramification de méthyle est sur le carbone numéro 2 en partant du carbone qui est fixé sur l'oxygène, sur la fonction ester en fait. Partie 1, des réactifs aux produits de la synthèse. Pour réaliser la synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl au laboratoire, on utilise les deux réactifs suivants, l'acide éthanoïque et le 3-méthylbutane-1-ol. La représentation semi-développée du 3-méthylbutane-1-ol est la suivante. Il faut justifier le nom de cette molécule. Donc, on va commencer par la partie principale, la chaîne principale ici qui contient 4 carbones et donc butane. Ensuite, il y a un groupement OH qui est la fonction la plus importante qui est fixé sur le carbone numéro 1, d'où un ol, et un groupement méthyle ici sur le carbone, puisqu'on a choisi celui-là numéro 1, sur le carbone numéro 3. Donc 3-méthyle. 1.2 donner une représentation topologique du 3-méthylbutane-1-ol et entourer le groupe caractéristique de la molécule, nommer la famille fonctionnelle correspondante. J'ai réécrit la formule du 3-méthylbutane-1-ol ici, en faisant apparaître les angles de liaison, puisque pour passer à la formule topologique, il va falloir faire disparaître les C et les H fixés sur les C, ce qui va donner ça. Alors, on part de ça, et on passe à ça. Le H ici reste, puisqu'il n'est pas fixé sur un carbone, et à chaque angle de segment ou extrémité de segment, il y a un carbone et les hydrogènes nécessaires à faire en sorte qu'il ait 4 liaisons. D'où CH3 ici, ici il y a 3 liaisons, donc ça fera que CH, etc. Le groupement caractéristique, il est situé ici, et ce groupement carbone OH, c'est la famille des alcools. 1.3, on donne en figure 1 les spectres infrarouges des deux réactifs. Identifier en le justifiant le spectre correspondant au 3-méthylbutane-1-ol. Donc on a deux spectres ici, et il faut expliquer lequel correspond au 3-méthylbutane-1-ol, que je remets ici, à partir de ça. Très souvent, il vaut mieux procéder par élimination. Donc on va chercher le spectre qui n'est pas le bon, et pour ça, le mieux c'est ça. On a C double liaison O qui devrait faire un pic important à 1650-1800 cm-1, c'est-à-dire celui-là. Ça, c'est un C double liaison O. Et dans ce spectre-là, il n'y en a pas. Comme dans la molécule, il n'y a pas de C double liaison O, on peut en déduire qu'il correspond au spectre de notre 3-méthylbutane-1-ol.
Après, on peut confirmer que c'est bien ce spectre-là, parce qu'on doit avoir une liaison OH dans un alcool. Donc 3200, 3500, ça correspond à ça. Et ce pic-là, il correspond au CH de 1800, 3100. Je vous rappelle que pour analyser un spectre infrarouge, on part toujours des plus grands nombres d'ondes, donc de la gauche, et on va en descendant. Globalement, tout ce qui est en dessous de 1500 cm-1, c'est trop mélangé pour être réellement analysable. 1.4. Représenter la formule semi-développée de l'éthanoate de 3-méthylbutyl en respectant les règles de nomenclature fournies. Donc, que j'ai remis ici. On sait que la partie principale, éthanoate, contient 2 atomes de carbone, comme ici l'éthanoate, donc il va y avoir ça. Ensuite, on sait que le groupement situé de l'autre côté de l'oxygène, donc de ce côté-là, contient 4 carbones, parce que c'est butyl, 4 carbones. Avec une ramification à 1 carbone, puisqu'on a 3 méthyl à faire apparaître. Et cette ramification à 1 carbone, elle est sur le carbone numéro 3', en démarrant à celui-ci. Donc ça nous donne ça. Éthanoate de 3-méthyl, 1, 2, 3, donc il est sur le carbone numéro 3, butyl. Partie 2, optimisation de la synthèse au laboratoire de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. La synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl est une transformation lente et non totale. On a à la figure 2 un schéma du montage expérimental et on nous décrit le protocole de la synthèse. Verser dans un ballon un volume V1 de 3-méthylbutane 1-ol, une masse M2 d'acide éthanoïque et un volume V3 d'acide sulfurique concentré. Comme indiqué sur la figure 2, le ballon, surmonté des réfrigérants à air, est placé dans un bain-marie maintenant la température constante. Pour montrer l'influence de certaines conditions expérimentales sur cette synthèse, 4 expériences sont réalisées. Le tableau ci-dessous présente les résultats expérimentaux pour les 4 conditions différentes. Donc 4 expériences avec une température, un volume initial de l'alcool qui n'est pas le même pour la dernière expérience, une masse initiale d'acide éthanoïque qui est la même pour tous, un volume d'acide sulfurique qui est nul pour la première expérience et on a de l'acide sulfurique dans les autres, et l'ordre de grandeur du temps de demi-réaction pour chacune. 2.1. Écrire à l'aide des formules brutes l'équation de la réaction modélisant la synthèse de l'éthanoate de 3-méthylbutyl, sachant qu'une autre espèce chimique à identifier est aussi produite, justifiée. Donc on sait que pour l'estérification, il faut que l'alcool réagisse avec l'acide carboxylique pour former l'ester. Donc C2H12O plus C2H4O2 qui va donner C7H14O2, comme indiqué ici, plus une autre espèce chimique qu'il faut découvrir. Alors si on regarde, les carbones, il y en a 5 et 2, ici 7 comme de l'autre côté, donc il n'y aura pas de carbone dans notre espèce chimique supplémentaire. Des hydrogènes, il y en a 12 plus 4, 16, ici il y en a 14, donc il en manque 2. Il manque 2 atomes d'hydrogène. Des oxygènes, on a 1 ici plus 2 ici, ça en fait 3, ici il n'y en a que 2, donc il nous en manque 1. Ce qui veut dire qu'on a une molécule ici qui contient un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Une molécule bien connue, c'est la molécule d'eau, H2O. 2.2. En exploitant les résultats expérimentaux, indiquer les conditions expérimentales permettant d'optimiser la cinétique de cette synthèse. Alors, on va y aller progressivement. On voit déjà que la synthèse la plus rapide, c'est celle de l'expérience 4, puisque le temps de demi-réaction est plus faible. Plus le temps de demi-réaction est faible, plus vite la réaction se fait. Maintenant, si on regarde l'expérience 2 par rapport à l'expérience 1, ici, le seul paramètre qui change, c'est l'acide sulfurique, et on passe de plusieurs mois pour le temps de demi-réaction à plusieurs heures, donc on va déjà beaucoup plus vite. Ensuite, si on regarde l'expérience 3 par rapport à l'expérience 2, la seule différence entre les deux expériences ici, c'est le changement de température. Donc on passe de plusieurs heures à une dizaine de minutes, une réaction beaucoup plus rapide. Et dans l'expérience 4,
le seul changement par rapport à l'expérience 3, c'est l'augmentation de la quantité de l'alcool présent. On multiplie la quantité d'alcool par 3 et on a un temps de demi-réaction encore plus faible. Donc, on voit l'intérêt d'avoir un réactif présent en excès. Pour optimiser la cinétique, il faut un catalyseur, augmenter la température et mettre un des réactifs en excès. 2.3. Détermination expérimentale du rendement de la synthèse de l'expérience 3. 2.3.1. Déterminer les quantités de matière des réactifs dans le mélange initial de l'expérience 3 et donner un qualificatif à ce mélange initial. Donc, les réactifs, c'est l'alcool et l'acide. Il faut donc calculer les quantités de matière de chacun. Pour l'alcool, on connaît le volume. Donc il nous faut utiliser la masse volumique. On sait que ρ c'est m sur v, ce qui veut dire que m c'est ρ fois v. La masse volumique pour l'alcool c'est 0,81, le volume 12 ml. On multiplie les deux, ça fait 9,72 grammes. Et il faut ensuite calculer la quantité de matière, n égale petit m sur grand M, 9,72 grammes, divisé par la masse molaire de l'alcool, 88,1, ce qui fait environ 0,11 mol. Je ne garde que deux chiffres significatifs, puisque j'en avais que deux ici, même si j'en ai gardé 3 dans mon calcul intermédiaire, là c'est pas gênant, mais dans mon résultat final, j'en garde que 2, parce que j'en avais que 2 dans la donnée la moins précise. Et pour l'acide éthanoïque, on connaît la masse, donc on va faire M2 sur grand M2, 6,62 g d'acide divisé par 60 g par mol, ça fait environ 0,11 mol. Même quantité de matière. Comme on a les mêmes quantités de matière et que les nombres stoichiométriques ici sont de 1, donc ils sont égaux, on est donc dans les proportions stoichiométriques. Le mélange est stoichiométrique. 2,3,2. La masse d'éthanoate de 3-méthylbutyl obtenue en fin de réaction est M3 égale 6,20 g. Déterminer le rendement de la synthèse dans l'expérience 3 et commenter. On connaît la masse ici, donc on va pouvoir déduire la quantité de matière de l'ester qui va être formé. N égale petit m sur grand M, donc M3 sur grand M3. La masse molaire de l'ester, on l'a ici, donc ça nous fait 6,20 sur 130,2, environ 4,76 fois 10-2 mol d'ester formé. Là, je garde 3 chiffres significatifs. Si la réaction était totale, on aurait obtenu 0,11 mol de produit, puisqu'on vient de calculer juste avant qu'on a 0,11 mol de ça et 0,11 mol de ça. Si la réaction est totale, ils vont être tous transformés, et on va obtenir 0,11 mol d'ester et 0,11 mol d'eau. Ce qui veut dire que, pour calculer le rendement, c'est la quantité réellement obtenue, celle qu'on vient de calculer ici, divisée par la quantité qu'on aurait obtenue si la réaction était totale et sans perte, 0,11 mol, ça fait environ 0,43. Donc 43%. Ce rendement est assez faible. 2.4. Détermination expérimentale du rendement de la synthèse de l'expérience 4. À la fin de la synthèse, on sépare la phase aqueuse de la phase organique formée dans le ballon. Cette phase aqueuse contient l'acide éthanoïque qui n'a pas réagi et l'acide sulfurique. Les deux acides sont responsables de l'acidité totale de la solution. On réalise un titrage acido-basique de cette phase aqueuse avec, comme solution titrante, une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium K++ HO- de concentration Cb égale 1,0 mol par litre. Ce titrage est suivi par pH-métrie et les courbes pH en fonction du volume de base et dérivée du pH par rapport au volume en fonction du volume sont représentées à la figure 3. On a ça. La courbe du pH, c'est celle-ci. Donc on voit un premier saut de pH ici et un deuxième saut de pH ici, ce qui est confirmé par la courbe de la dérivée qui fait un pic à la première équivalence et un deuxième pic à la deuxième équivalence. 2,4,1. Écrire l'équation de la réaction support du titrage entre l'acide éthanoïque et les ions hydroxyde. L'acide éthanoïque, CH3COH, qu'on pourrait écrire en formule brute, ça marche aussi, je préfère l'écrire comme ça, qui réagit avec les ions hydroxyde HO-. Lui c'est l'acide, il perd H+, donc il devient CH3CO-.
et HO- gagne H+, il devient H2O, réaction acido-basique. Totale, puisqu'elle est utilisée pour un titrage, donc la réaction soit totale et rapide. 2.4.2. Déterminer le volume d'hydroxyde de potassium nécessaire pour titrer l'acide éthanoïque. Si on regarde le titrage, je ne vais pas faire la méthode des tangentes, c'est pas la peine, on pourrait, mais autant utiliser la dérivée. Donc le plus haut point de la dérivée ici correspond au volume équivalent 1, qui correspond à l'acidité de l'acide sulfurique seul. Donc on a VE1, volume équivalent 1, égale 4,2 ml. Ensuite, on a un deuxième pic ici qui correspond à l'acidité totale, VE2, 11 ml environ. D'accord, il faut voir que, étant donné qu'on est à 2 ici et que c'est gradué par 5 petites graduations, ça marche de 4 en 4. Donc là on est à 4, ici on est à 4,4, donc ici 4,2. Et ici on est à 10,4, 10,8, 11,2, donc on est à peu près au milieu, 11 ml. On pourrait être plus précis aussi, si on voulait, en utilisant les échelles. Ce qui veut dire que l'acide éthanoïque seul, c'est la différence entre les deux. Puisqu'on a eu 4,2 ml conservés pour l'acide sulfurique, 11 ml conservés pour l'ensemble, il y a donc 6,8 ml conservés pour l'acide éthanoïque. 2.4.3. En déduire la quantité de matière d'acide éthanoïque restant à la fin de la synthèse dans l'expérience 4. Donc pour ça, on va utiliser le volume et l'équivalence qu'on vient de déterminer. À l'équivalence, puisqu'on a cette réaction-là qui se produit, la quantité de l'acide initial divisé par 1, puisque le nombre stoichiométrique est de 1, est égale à la quantité de HO- ajoutée à l'équivalence divisé par 1. Donc, N de CH3COH initial est égal à N de HO- à l'équivalence, qui est égal à la concentration du HO-, de Cb, fois le volume à l'équivalence. Le volume qui a servi pour doser l'acide éthanoïque, c'est-à-dire VE. Ce qui nous fait, pour Cb, 1 mol par litre, multiplié par 6,8 ml transformé en litres, donc 6,8 fois 10-3 litres, 6,8 fois 10-3 mol pour la quantité de matière de l'acide éthanoïque restant à la fin de la synthèse. 2.4.4. Déterminer la quantité de matière d'ester formée et calculer le rendement de la synthèse dans l'expérience 4. En déduire un moyen d'optimiser le rendement de cette synthèse. On sait qu'il y avait 0,11 mol d'acide éthanoïque au départ. Et il en reste 6,8 fois 10-3. Ce qui veut dire qu'il s'en est transformé 0,11 moins 6,8 fois 10-3, ce qui fait environ 0,103 mol. La quantité d'ester formée, c'est donc 0,103 mol. Chaque mol d'acide qui va s'être transformé permettra d'obtenir 1 mol d'ester. Et on va donc pouvoir calculer le rendement en faisant la quantité réelle 0,103 mol divisé par Nmax qu'on a déjà déterminé précédemment, 0,11 mol, ça fait 0,94, donc 94%. Ce qui veut dire qu'entre l'expérience 3 et l'expérience 4, juste en modifiant la quantité initiale d'alcool, en mettant donc un excès d'alcool, on a augmenté très fortement le rendement, puisqu'on est passé de 43 à 94%. Partie 3, amélioration du rendement de la synthèse grâce à l'utilisation d'un tube décanteur de Dean-Stark. On réalise de nouveau l'expérience 3, mais en utilisant un dispositif Dean-Stark, voire figure 4, ici, qui permet de séparer en continu l'eau formée du reste du mélange réactionnel. Le tube décanteur de ce dispositif est initialement vide ici. Un volume de 30 ml de cyclohexane est ajouté dans le mélange réactionnel, puis on chauffe à reflux le mélange réactionnel. On suppose que seule l'eau et le cyclohexane se vaporisent, alors que les réactifs et l'éthanoate de 2-méthylbutyl restent dans le ballon. Ici. Les vapeurs contenant de l'eau et du cyclohexane vont monter ici, dans le réfrigérant elles vont se liquéfier et tomber dans le tube décanteur ici. Lorsque le décanteur est plein, l'excès de la phase A retombe dans le mélange réactionnel. Ça va aller par débordement et revenir là. 3.1. Identifier la nature des phases A et B présentes dans le tube décanteur et justifier. On nous dit que l'eau et le cyclohexane sont les seuls à se vaporiser, donc à se retrouver dans le tube décanteur. 3.2.
Si on regarde l'eau et le cyclohexane, le cyclohexane est très peu soluble dans l'eau, ils ne vont pas se mélanger donc, ils vont bien se séparer. Et le cyclohexane est moins dense que l'eau, puisqu'il a une masse volumique de 0,78 g par millilitre, alors que l'eau a une masse volumique de 20. Ce qui veut dire que le cyclohexane va être au-dessus, c'est donc la phase A, et l'eau en dessous, c'est la phase B. C'est donc le cyclohexane qui va revenir dans le mélange réactionnel. 3.2, indiquer l'intérêt de ce dispositif pour optimiser cette synthèse. Le dispositif permet d'éliminer un des produits du mélange réactionnel. Il va éliminer l'eau en l'occurrence. Et donc cette eau elle ne pourra plus réagir avec l'ester pour se retransformer en alcool et en acide. Ce qui fait que la réaction inverse ne peut plus se faire. La réaction inverse ne se faisant pas, c'est la réaction dans le sens direct qui va l'emporter et le rendement va augmenter. On va fabriquer davantage d'ester puisqu'il ne pourra plus s'hydrolyser. 3.3. Lorsque la transformation est terminée, le volume d'eau recueilli dans le tube décanteur est de V égale 1,8 ml. En déduire la quantité de matière d'ester formée, conclure quant à l'efficacité de ce dispositif. Au vu de la réaction, on produit autant d'eau que d'ester, puisque les deux sont des produits, avec les mêmes nombres stoichiométriques. Donc N de C7H14O2 est égal à N de H2O. Il faut donc qu'on détermine la quantité d'eau pour avoir la quantité d'ester, puisque ce qu'on connaît c'est le volume d'eau. Pareil, on va utiliser la masse volumique. M c'est ρ fois V, la masse volumique de l'eau 1 g par millilitre, c'est indiqué dans les données mais normalement vous le savez, multiplié par un volume de 1,8 ml, ça fait 1,8 g. Ensuite on calcule la quantité d'eau, N égale petit m sur grand M, 1,8 sur 18,0, masse molaire de l'eau qui est donnée dans les données, ça fait 0,10 mol. Et donc la quantité d'eau formée étant de 0,10 mol, la quantité d'ester formée est de 0,10 mol. Il ne nous reste plus qu'à calculer le rendement. Quantité réelle, donc 0,10 mol, divisé par quantité maximale, c'est toujours la même valeur, 0,11 mol. Ça fait un rendement d'environ 0,91, donc 91%. Ce qui montre qu'éliminer un produit du mélange réactionnel, ici c'est H2O qu'on élimine, ça permet d'augmenter le rendement de façon importante, puisqu'on passe de 43% pour l'expérience numéro 3 à 91% avec le dispositif d'Instark. Voici pour cet exercice.